L'émission Les Grandes Rencontres reçoit aujourd'hui un grand avocat, avocat international. Cet avocat qui se préoccupe de tout ce qui est question africaine et droit africain. Maître Marcel Sekaldi fait partie de ceux qui ont lancé pour la première fois l'appel des 10 à Marcoussis. Il est venu sur le plateau pour nous aider à comprendre la confuse et inquiétante situation politico-militaire qui règne en ce moment en Côte d'Ivoire. Maître, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir sur votre plateau. Permettez-moi d'abord d'adresser un salut à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes, en sachant que dans ces circonstances, nos pensées vont vers eux. Merci beaucoup, Maître. La première des questions, quelle analyse vous faites de la situation politique confuse et inquiétante de la Côte d'Ivoire en ce moment? J'allais dire d'abord et d'une manière générale, pauvre Afrique. Quel est le continent auquel l'on va soumettre une telle palinodie de la part de la communauté internationale dont on parle? La communauté internationale, l'avez-vous rencontrée vous-même? Moi, je ne l'ai jamais rencontrée. C'est une femme sans tête. Elle a eu comme porte-parole un fonctionnaire, M. Ban Ki-moon. Le secrétaire général des Nations Unies, je vous le rappelle, n'est qu'un fonctionnaire. C'est le primus inter partes à l'intérieur des fonctionnaires des Nations Unies, mais il n'est que fonctionnaire. Ce fonctionnaire n'avait ni l'autorité, ni le droit, ni le pouvoir, ni la légitimité de prendre parti dans le cadre de la procédure électorale mise en place en Côte d'Ivoire. En revanche, son intervention, qui est contraire à l'article 100 de la Charte des Nations Unies, qui fixe le périmètre des prérogatives du secrétaire général, est une atteinte au principe d'impartialité. Depuis hier, l'ancien président sud-africain, M. Thabo Mbeki, est à Abidjan. Selon vous, pourquoi la communauté internationale n'a pas procédé d'abord à cette médiation avant de lancer cette confusion qui inquiète aujourd'hui tout le monde entier? Je vous retournerai la question. Quels sont les intérêts cachés qui ont permis à certains de soutenir que M. Ouattara avait été élu président de la République de la Côte d'Ivoire, sans même attendre la fin du processus électoral, sans même attendre la fin de la procédure prévue par la Constitution ivoirienne? Il y a peut-être, si vous voulez, des intérêts cachés, des liens amicaux qui prennent le pas sur la réalité politique, d'une part, et sur les intérêts des nations. Alors je dis, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas procédé d'abord par une certaine médiation avant? Vous ne m'avez pas encore répondu, maître. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi leur candidat. Ils avaient choisi de désigner qui devait être le président de la République de Côte d'Ivoire, en se substituant au peuple ivoirien. Ce que l'on a voulu faire, en réalité, c'est un véritable coup de force électoral, porté contre les intérêts du peuple ivoirien. À la suite de l'entretien que le président Thabo Mbeki a eu avec le représentant de l'ONU à Abidjan, le représentant aurait reconnu qu'il n'a pas voulu attendre la proclamation des résultats par la CEI et que lui, il a proclamé ces résultats, les résultats qu'il détenait. Alors, dans le cas d'espèce, si effectivement ces propos que je viens de citer émanaient vraiment du représentant de l'ONU à Abidjan, et là, on sent qu'il s'est fourvoyé. Est-ce que la communauté internationale peut reconnaître ses erreurs et présenter ses excuses, éventuellement réparer tous les préjudices? Mais il faut qu'elle le fasse. Il est cardinal que la communauté, que le secrétaire général des Nations Unies reconnaisse son erreur, reconnaisse ses fautes. Moi, je ne confonds pas, je ne veux pas parler de communauté internationale. Je vous l'ai dit, la communauté internationale, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité. M. Ban Ki-moon n'est qu'un fonctionnaire qui a été certes désigné par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité, mais ce n'est qu'un fonctionnaire. Il n'a pas à prendre parti. Il n'a pas à prendre parti dans le cadre d'un processus électoral, car ce faisant, il porte atteinte au principe d'impartialité. Maintenant que les positions sont radicales, où va-t-on?
Mais justement, où va-t-on? C'est bien la question. Il y a des fauteurs de guerre. Et les fauteurs de guerre, ce sont ceux qui ont annoncé avant la fin du processus constitutionnel des résultats qui n'étaient que provisoires et qui n'étaient pas acquis et qui devaient faire l'objet d'un examen des recours pour annulation devant le Conseil constitutionnel. Moi, je dirais à ceux qui déclarent que M. Ouattara a été élu qu'ils auraient tout à fait intérêt à se pencher sur un certain nombre de procès-verbaux à partir desquels la commission électorale a été amenée à proclamer des résultats. J'ai sous les yeux un procès-verbal. Ça doit être un district de, je suppose, 5 communes de la commune de Bouaké. Je l'ai sous les yeux, il est du 29 novembre 2010, il est signé par le président de la CER et il est signé par les 4 vice-présidents. Je lis, Bouaké, 207 951 inscrits. Votants, 48 301. Votants non inscrits dans les bureaux de vote et ayant voté, 2761. Je fais d'ailleurs remarquer déjà que là, il y a une contravention à la loi électorale ivoirienne. Ne peuvent voter, et c'est la règle de la démocratie, que les électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales. Les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ne peuvent pas voter. Là, on a recensé les gens qui, n'étant pas inscrits sur les listes électorales, ont moins voté. Suffrage exprimé. 159 788. Alors, j'aimerais que l'on m'explique par quelle opération du Saint-Esprit 48 301 votants peuvent donner corps à 159 788 suffrages exprimés. Alors, ceux qui se sont appuyés sur les proclamations de la CUI, je leur dirais tout simplement que la Cour suprême des États-Unis, à qui l'on communiquerait ce procès-verbal, viennent nous dire s'il est valide ou s'il est non valide. Que le Conseil constitutionnel français, en face d'un tel procès-verbal, vienne nous dire ce qu'il ferait. Bon, alors, M. Soro Guillaume est à nouveau le Premier ministre de M. Alassane Dramane Ouattara, oui, président de l'autre camp. Oui. Est-ce que, maître, ce n'est pas là le signe patent d'une reprise des hostilités en Côte d'Ivoire? Et à la fois, il est ministre de la Défense. Écoutez, moi, si vous voulez, intervenir dans les affaires intérieures ivoiriennes, mais délicat, ce que je pourrais dire tout simplement, simple constatation. Hein. M. Ouattara, sauf erreur de ma part, avait annoncé la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Donc on pouvait penser que son allié du second tour, que le parti de son allié du second tour, le président Bédié, serait représenté. Je m'aperçois que M. Ouattara a désigné M. Soro. Si j'étais ivoirien, je dirais que les masques sont tombés et que c'est la reconstitution d'un tandem de putschistes. Alors, maître, est-ce que vous connaissez bien la Côte d'Ivoire? Je la connais un peu, oui, je la connais un peu. J'ai eu une de mes parentes, mais ça remonte à quelques années, qui a été enseignante en Côte d'Ivoire. Vous intervenez au nom du droit ou bien vous intervenez parce que vous avez un penchant pour... non, si vous voulez, moi je n'ai pas de penchant, pour quiconque, mais je n'accepte pas l'injustice et je n'accepte pas, si vous voulez, qu'il y ait un double standard de justice. Et que tant que l'on se gargarisera d'état de droit et de démocratie, alors que l'état de droit dont se prévalent certains et les règles démocratiques auxquelles ils font constamment référence, ne sont en réalité qu'un moyen de pression du fort sur le faible, je le trouve inacceptable. Les observateurs internationaux qui vont souvent en Afrique pour observer les différentes élections, en tant qu'avocat, comment, sur le plan du droit, comment vous les qualifiez? Mais écoutez, tout ça c'est très complexe. Vous avez remarqué que l'Union africaine s'est immédiatement rangée sur les déclarations faites par Ben Ki-moon. Regardez la chronologie. La chronologie, d'ailleurs, est extrêmement intéressante. Le premier à avoir déclaré que Alassane Ouattara était élu est le secrétaire général des Nations Unies. Il a été immédiatement suivi par une déclaration de l'administration américaine, qui elle-même a été suivie d'une déclaration du président Obama,
qui ensuite a été suivi d'une déclaration du président Sarkozy. Alors que je vous fais remarquer qu'à l'issue du premier tour, et même dans les heures qui ont suivi le second tour, les mêmes appelaient les différents intervenants à suivre le processus électoral et à déposer les moyens de recours utiles devant le juge des élections qu'est le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas la commission électorale. La commission électorale est une autorité administrative. Elle n'est pas le juge de l'élection. Le juge de l'élection est le Conseil constitutionnel. Et que lorsque le Conseil constitutionnel s'est saisi, ainsi que la loi organique le prévoit, ainsi que cela est prévu par la Constitution, c'est à partir de ce moment-là que les déclarations ont été extrêmement fermes. Alassane Ouattara a été élu. Bien. Donc, c'est très exactement une politique de fort avec les faibles et de faibles avec les forts. La dernière question, jusqu'où les Ivoiriens iront? Et qu'est-ce qui attend les Ivoiriens? Mais moi, je pense que les Ivoiriens doivent d'abord faire preuve de maturité politique en refusant de plonger dans le chaos dans lequel les fauteurs de guerre veulent le plonger. Parce que, vous savez, j'allais presque dire, tenir un pays, pour qu'un pays soit à la botte, il ne faut jamais d'État fort. Il faut un État faible. Les intérêts privés mondiaux et mondialistes surfent sur le désordre. Eh bien, il faut que les Ivoiriens fassent preuve de maturité politique et qu'ils montrent par le comportement qu'ils ne tomberont pas dans le piège qu'on leur a tendu. Ce n'est pas le piège que l'on a tendu à tel ou tel candidat, c'est un piège que l'on a tendu à l'ensemble des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont une nation. Les Ivoiriens ont de tout temps eu une structure étatique importante, et bien qu'ils se réfèrent à leur passé, à leur histoire, à leur conscience collective, pour dire non au chemin dans lesquels on veut les engager. Est-ce que vous pensez que M. Ouattara et M. Gbagbo vont accepter de s'asseoir autour du même table pour négocier? Écoutez, je pense que ce serait la solution sous l'égide du président Thabo Mbeki. Mais il faut que, à ce moment-là, ceux qui se sont déterminés rapidement, le secrétaire général des Nations Unies, le président Obama et le président Nicolas Sarkozy, acceptent l'intermédiation du président Thabo Mbeki. Ce n'est pas à eux, ce n'est ni au président Obama, ni au président Sarkozy, ni au secrétaire général des Nations Unies de dire quel est le candidat élu. Ce n'est pas à eux d'imposer leur candidat. C'est aux Ivoiriens de choisir leur candidat et c'est au médiateur Thabo Mbeki de trouver la solution alternative la plus conforme aux intérêts du peuple et de l'État ivoirien. Merci bien, Mert. Merci à vous qui nous suivez. Ben, la situation actuelle de la Côte d'Ivoire n'arrête vraiment pas de nous ébranler. C'est comme une femme qui a deux maris. Cela surprend. La Côte d'Ivoire a deux présidents. Et pour comprendre, nous faisons appel à des spécialistes qui nous donnent leur point de vue. Ils nous instruisent de leur manière. Ben, tout ça, ce n'est pas du tout pour prendre parti de X ou de Y. C'est pour que vous compreniez ce qui arrive aux Ivoiriens. Merci et à très bientôt.